Bonjour, bienvenue dans Pulse, le podcast de Capsule Média dédié au monde de la formation professionnelle en entreprise. Aujourd'hui, on reçoit Michel Barabel, professeur à Sciences Po, écrivain, et j'en passe. Salut Michel. Bonjour Michel. Christophe, bonjour. Bonjour. Michel, en fait, on t'a invité aujourd'hui pour parler d'un sujet qui nous semble intéressant, c'est la posture de l'enseignant versus la posture du formateur en entreprise. Donc, ce qu'on va chercher à comprendre, déjà, c'est quoi un bon enseignant aujourd'hui? Qu'est-ce qui a pu changer dans la posture de l'enseignant? C'est une excellente question parce que si on fait un petit flashback en arrière, l'enseignant du XXe siècle, c'est quelqu'un qui a un doctorat, qui est un sachant. Dans un monde dans lequel on n'a pas accès via Internet à l'information, on a encore moins des chats GPT, des IA génératifs pour venir challenger l'enseignant. Donc assez naturellement, s'inscrit un rapport sachant nos sachants, dominant-dominé. En plus, le prof donne la note et donc l'étudiant se soumet à quelqu'un qui a priori a plus d'expérience que lui dans un monde en plus où la durée de vie d'une compétence est extrêmement longue. Donc, ce qu'il a appris il y a 20 ans, l'enseignant, quand il passe devant un public d'étudiants aujourd'hui, a toujours de la valeur. Et donc, c'est aux étudiants de démontrer qu'ils sont dignes d'être dans son cours, puisque de toute façon, c'est lui qui va avoir la sanction de la note et le passage dans l'année supérieure. Donc tu es une sorte de dieu, en fait. C'est un job facile, en vrai, puisque naturellement, même quand on t'apprécie pas, même quand on n'en pense pas moins, mais quand on te trouve nul, on a peu moyen d'échapper à une forme de soumission si on veut pouvoir construire sa structure. Et c'est vrai que c'est là où c'est marrant, si on fait la comparaison avec l'enseignant d'aujourd'hui, c'est totalement inversé. Autrement dit, c'est le prof qui passe d'abord l'examen. C'est-à-dire qu'il y a tout un ensemble d'étudiants qui sont connectés sur les réseaux sociaux, qui se forment sur YouTube, qui requêtent ChatGPT et les IA génératives de manière générale en continu, et qui vont se poser comme première question: est-ce que j'ai vraiment une raison d'être dans ce cours? Est-ce que ce prof peut m'amener plus que ce que j'aurais pu trouver par moi-même? Donc c'est le prof qui passe l'examen. Il doit lui démontrer. Bien sûr, les étudiants, si on parle du collège, du lycée, sont encore dans une forme de soumission. Il faut bien avoir le diplôme, ainsi de suite. Mais malgré tout, en termes de concentration, nous, on le voit bien à la fac, les amphis peuvent se vider assez vite. On a besoin de montrer qu'on crée une valeur supérieure. Dans un monde aussi où, en fait, le savoir, c'est horizontalisé. C'est-à-dire que ça reste à prouver qu'il y a des sachants et non-sachants. Et a priori, tout le monde est propriétaire d'un certain nombre de savoirs et de savoir-faire. Alors, toi pour qu'on comprenne, t'enseignes à des étudiants classiques dans quel cadre? Alors moi, j'ai une double affiliation. Tu as parlé de Sciences Po. Donc là, j'enseigne à des étudiants en formation initiale du Master RH de Sciences Po. Je suis maître de conférences à Paris-Est où j'enseigne à des étudiants de licence Master 2 RH ou Management. Et puis après, effectivement, à Sciences Po, je suis patron de l'exécutif Master RH d'un certain nombre de programmes courts et de certificats, où là, j'ai un public d'executive education, sans mentionner les conférences que je suis amené à faire pour des grandes entreprises, où là, je me retrouve dans le statut du formateur classique face à un public de collaborateurs d'une même organisation. Alors, comment tu viens de le dire, la posture d'enseignant, elle est complexe, on a des amphis qui se vident. C'est quoi tes tips, par exemple, quand tu es face à une classe de licence en amphi sur un cours magistral, effectivement, pour qu'ils aient envie de venir à tes cours? Est-ce que tu es dans le rapport individuel avec tes étudiants? Est-ce que ça passe par ça? Parce que moi, je me rappelle de la fac, il n'y avait aucun C'était froid, rapport. hein, c'était un peu neutre. On ne parlait pas, on ne s'adressait pas C'était au quelqu'un maître de trop important conférence. pour le Exactement. déranger. Ouais, ça, je pense que ça a bien changé. Il y a quand même un tips. C'est presque provocateur de ce que je vais te dire, mais c'est vrai que nous, à l'université, quand on décide de faire carrière dans le monde de l'enseignement supérieur, on a 3 casquettes. On est chercheur, on doit publier, on est enseignant, et puis on a un rôle managérial administratif, on doit piloter des diplômes, trouver des contrats en apprentissage. Et finalement, il y a une grosse proportion des profs qui choisissent le métier plutôt pour la partie recherche. Mais d'ailleurs, notre carrière se fait plutôt sur nos stratégies de publication. Donc il y en a toujours, rencontré des profs qui n'aiment pas les étudiants. En fait, quand tu n'aimes pas ton public, généralement, ça se passe mal. Donc le premier tips, mais c'est naturellement, c'est qu'effectivement, faut aimer les, entre guillemets, les jeunes, faut aimer les étudiants, faut aimer être challengé par eux, faut voir comme un défi la nécessité de susciter leur attention.
Et on voit une différence radicale entre ceux qui, dès le départ, mettent en position: «Ah, ils sont nuls, ah, ils sont pas sympas, le niveau baisse, ah, les jeunes, c'est plus ce que c'était, ah, ils sont addicts aux réseaux sociaux, ah, ça va mal finir». Là, généralement, oui, effectivement, ça finit très mal dans la relation prof-élève. À partir du moment où, tu montres, entre guillemets, de l'intention, de l'intérêt et que tu donnes, bah, assez naturellement et c'est pas magique, tu reçois en retour et ça se passe mieux. Après le deuxième type, c'est quand même une forme d'intelligence de situation. Il y a pas de prof idéal qui va marcher dans tous les contextes donnés. D'ailleurs, selon les années, toi-même, puisque maintenant on est noté à la fac, tu peux avoir des appréciations de tes élèves qui peuvent, varier. Et donc, si tu n'es pas en capacité, à un moment, assez rapidement, de faire un diagnostic de ton public, de leur appétence, de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas, tu risques de dérouler une approche pédagogique standard qui a peut-être marché avant, mais là qui ne fonctionnera pas. Alors c'est pas pour ça qu'il faut faire de tes élèves des élèves rois et leur faire le programme qu'ils ont envie d'avoir, mais le fait d'avoir ce diagnostic initial te permet de savoir comment créer et susciter l'intérêt. Et éventuellement, après, les amener sur des choses et des modalités pédagogiques sur lesquelles ils ont moins d'impétence. Le troisième, c'est qu'on est dans un monde où comme la compétence se périme très vite, il y a quand même une nécessité d'en créer beaucoup plus que ça que par le passé, dans le réel, dans des cas pratiques, dans des mises en situation, et donc de ne pas rester à un niveau méta ou un niveau conceptuel et théorique, voire inverser le jeu, commencer par des mises en situation, des cas, des projets, et ensuite conceptualiser et prendre du retour et un regard critique. Et moi, après, le dernier point et dernier type, c'est que bah oui, aujourd'hui, en fait, on a besoin de déployer plutôt une méthode, ce qu'on appelle l'action learning ou le learning by doing en anglais, apprendre en faisant ou les pédagogies actives. Il est évident que moi, je suis passé d'un mode assez descendant à des temps, au contraire, de projets, de mise en situation, de coaching, et que sur une séquence de 4 heures, mon temps finalement purement conceptuel et théorique serait peut-être 25% de la séquence et tout le reste sera plutôt face à des cas pratiques, des projets à mener, du coaching. Et donc, ça nécessite aussi d'être en capacité d'improvisation par rapport à avant. C'est-à-dire que le prof classique avait bossé son programme de cours, le déroulait, était rarement interrompu. Et on demandait à un étudiant d'être un peu un perroquet et d'avoir appris par cœur. Ouais, c'est le modèle classique que tu as connu comme moi, comme quand j'étais étudiant. Là, à partir du moment où tu fais un diagnostic de situation, où tu es en mode projet, en mode action, à tout moment, tu dois pouvoir renoncer à certaines choses, passer plus de temps sur un autre concept, aller plus vite sur le cas pratique, recréer de l'intérêt en les challengeant, en faisant un petit quiz comme ça en direct et ainsi de suite. Donc il y a une capacité à avoir de la multimodalité dans la façon dont tu gères ton cours qui faisait pas partie du package de l'enseignant d'hier. Alors, tout à l'heure, on parlait de cette évolution, ce changement de pouvoir, plus ou moins, qui est passé Les de... étudiants, le pouvoir, c'est terrible. Mais du coup, est-ce que c'est une bonne ou mauvaise chose? Bah, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que et puis après, je modérerai un petit peu, parce que c'est de l'exigence. Donc, on vient de challenger un professionnel pour l'amener à faire un meilleur travail, entre guillemets, être un meilleur enseignant. Donc, moi, j'ai toujours pris ça comme un challenge. Mais cela dit, je pense que c'est le cas pour toutes les fonctions de pouvoir de la Mmh. société. Mmh. Le manager doit prouver qu'il est digne de manager ses collaborateurs et de les faire grandir. L'homme politique doit démontrer qu'au-delà des discours, il améliore vraiment la vie des gens. Mmh. Cette inversion du pouvoir, elle est méta, elle est Mmh. sociétale. Tu dois prouver à tes enfants que ce que tu dis est vrai, sinon ils ont Exactement. Internet et ils disent non, c'est pas vrai. Et d'une certaine manière, c'est pas parce que tu as été successful dans les années 90-2000 que tu peux leur donner de vrais conseils pour affronter Pourquoi 2024. tu me dis ça? Parce que je te vois venir. J'ai senti par ta remarque que tu avais t'avais un peu de frustration là-dessus. Ouais. Donc c'est vrai que ça c'est quand même un point important. Et en même temps, le but d'un enseignant, c'est de faire grandir ses étudiants. C'est-à-dire que on est quand même dans une société de l'enfant roi où par nature, beaucoup de gens s'écoutent. Mes besoins, mon envie, ah j'aime pas le prof, ah il a pas fait ci, il a pas fait ça, sans rarement se poser la façon dont eux peuvent être acteurs de leur enseignement. Et eux ont aussi un certain nombre de devoirs, par exemple s'investir, donner, rendre et ainsi de suite. Mmh. Donc il y a à la fois de l'intelligence de situation et quasiment de la tactique pédagogique, Mmh. mais tout ça, c'est quand même au service à un moment de l'amélioration de l'esprit critique, du socle de compétences, des compétences métiers. Et donc c'est là où il faut faire atterrir d'un centrage sur soi Mmh. et éviter aussi d'être ce prof populaire parce que très sympa, très fun, mais au final, qui n'a pas fait grandir ses élèves et qui n'a pas apporté grand-chose, mais ils ont passé un très bon moment et c'était très drôle. Donc c'est là où je Ouais. modère
L'inversion, c'est l'accepter pour pouvoir après Mm. challenger les étudiants et les faire grandir. Alors, je veux bien aussi ton avis du coup sur le rôle des examens et des contrôles. Est-ce que ce rôle-là a évolué aussi avec ce changement? Et aujourd'hui, c'est quoi l'intérêt au final de ces contrôles? On dirait. Alors très clairement, dans l'école de Jules Ferry du XXe siècle, on a une vision du savoir où l'enfant, l'élève, l'étudiant est un vase vide qu'on va remplir. Et pour vérifier finalement que le vase est bien rempli, on va lui demander, on en parlait un petit peu tout à l'heure, de répéter ce qu'il a appris. Et il sera sanctionné s'il s'écarte des cours que lui a enseigné le prof. Mais ça fonctionnait bien dans un monde dans lequel justement la durée de vie d'une compétence était longue, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Donc on apprenait des fondamentaux aux gens, parce qu'on était aussi dans une société où ces fondamentaux n'allaient pas bouger, et le fait de les répéter leur permettait d'être employables et d'être en emploi. Mm. À l'ère du changement climatique, des IA génératifs, de la Covid-19, des phénomènes géopolitiques, on pourrait rajouter une liste longue méta. C'est vrai que ça paraît totalement décalé d'apprendre à des étudiants ou des élèves ou des stagiaires d'être des perroquets, alors qu'il faut plutôt leur apprendre à être résilients, à développer leur sérendipité, une capacité à improviser face à des événements inattendus, Mm. euh, la capacité à bifurquer, la capacité à acquérir rapidement de nouvelles compétences. Donc moi, j'utilise de moins en moins en fait d'examens écrits. J'en ai aucun en fait qui a une forme de type question de cours. Mm. En revanche, quand on garde quelques examens écrits individuels, parce que c'est aussi un challenge, on va prendre un gros cas pratique de 4 heures qui met en situation l'étudiant. Mais ce que je vais valoriser, c'est sa capacité forte des différents cours dans son module à apporter une réponse personnelle, singulière et intelligente à la situation qu'il doit confronter. Donc c'est vrai que dans un monde qui bouge, les modalités d'évaluation devraient pousser à la créativité, à la prise d'initiative, au développement d'un esprit critique. Et puis, la deuxième grosse évolution, c'est qu'on est maintenant quasiment, en tout cas dans mes masters et dans mes diplômes, à plus de 50% d'évaluation collective, en fait, Mm. dans le cadre de projets Ouais. réels. Ouais. Et est-ce que du coup, l'approche au-delà des examens que tu as est différente entre quand tu as un public d'étudiants et quand tu as un public de professionnels qui sont aussi du coup étudiants, Alors, mais juste plus. avant de passer à Ouais. ça, est-ce qu'il y a une différence? On va parler un peu diversité-inclusion. Ouais. Est-ce Ouais. qu'il y a une différence entre un public d'étudiants Paris-Est et un public d'étudiants Sciences Po dans leur posture? Ouais, ouais, clairement. Il y a une appétence plus forte à Sciences Po pour la théorie, pour le concept. Il y a un esprit critique plus développé, mais qui peut parfois aller dans une forme de déconstruction et de remettre en cause quasiment tous les savoirs. Il y a une culture générale, c'est comme ça, bien plus développée. Et donc, ça change beaucoup de choses dans la dynamique de cours que tu dois faire, parce que tu dois d'abord démontrer un niveau intellectuel. C'est pas du tout la question qui t'est posée à Paris-Est, ou autrement dit, la question fondamentale, c'est est-ce que véritablement tu vas me rendre employable? Est-ce que tu peux accélérer ma carrière? Est-ce que tu peux me donner les moyens de réussir le projet professionnel que je souhaite accomplir? Donc, bien sûr, à Paris-Est, on a un besoin d'ancrer ça dans le réel, dans des situations, dans des cas pratiques plus fortement. Alors que si on commençait comme ça à Sciences Po, on serait presque suspecté d'être trop terrain et pas assez conceptuel. Mais au final, on leur fait faire le même chemin. Mais les premiers, finalement, on part par le cognitif pour les amener dans l'expérientiel et leur portefeuille de compétences. Les autres, on leur donne les clés de l'expérientiel et de leur employabilité avant de les amener vers des postures d'esprit critique et de conceptualisation. Mais c'est un bon exemple d'intelligence de situation, comme tu dis. Le même cours, j'imagine, peut-être je me trompe, mais qu'à Paris-Est, il dirait, mais il est hors sol, le prof, là, il est délirant. Et qu'à contrario, le même cours à Paris-Est, il dirait, mais je ne comprends pas, on a eu un prix Nobel d'économie avant, c'est quoi ce cours un peu pipeau, là, avec des cas pratiques, des points de vue? Donc on a quand même de vraies différences selon les formations et selon les écoles, tu as entièrement raison. Alors, je suis curieux de savoir combien de temps ça vous a pris de connaître le public, du coup, et de comprendre les vrais besoins. Et ça, là, ça me rappelle vraiment mes jeunes années, parce que moi, j'ai fait ma thèse à Dauphine, et j'ai été nommé à Paris-Est comme premier job. Et comme tout jeune professeur, j'ai passé l'été, puisque généralement on est nommé en juillet, et puis on démarre en septembre, à construire des cours.
Sauf que moi, mon expérience de prof, c'était des masters 2 à Dauphine. Et puis, comme avant, j'avais aussi enseigné à HEC, j'avais un mindset de l'étudiant qui était en fait, qui me ressemblait. Mm. Puisque, par exemple, à HEC, en master 2, le prof rentrait dans la salle, il te mettait 30 articles de recherche et il te disait on se revoit dans 15 jours, à toi de jouer, par exemple. Mm. Et donc, je suis arrivé à l'IUT Sénart Fontainebleau en deuxième année de DUT. À l'époque, maintenant, on parle du BUT avec ce programme-là. Et au bout de 3 minutes, un élève lève la main et dit 3 minutes, hein. Monsieur, ça va être comme ça toute l'année parce que là, c'est pas possible. En plus, t'imagines, 29 ans, des parcours, t'as toujours été, t'as toujours eu de bonnes notes à Dauphine et à HEC, complètement en Ouais. déstabilité. Et là, c'est marrant parce que j'ai été recruté en même temps qu'un collègue qui venait du même endroit. Et bien sûr, je peux pas faire grand-chose entre 9h10 et 10h50. Je me dis, c'est un énorme mauvais moment à passer. Vivons la pause pour réfléchir. Et je rentre dans mon bureau et je croise Olivier, qui est mon collègue de bureau, et je vois la poubelle, et en fait, il a jeté tous ses cours. Et je Mm. me suis dit, mais il a raison, je jette tous mes cours, et pendant la pause, en 15 minutes, il dit, il faut qu'on parte totalement sur autre chose. Et sur quoi je peux partir? Ah oui, quand même, à HEC, j'ai fait un stage chez McKinsey en consulting, à Miami, dans le monde des stars. Allez, si on partait là-dessus, ça va faire les triper, ils vont moins me Ouais. voir comme une espèce de thésard un peu hors sol. Donc j'ai dû tout changer. Et je ne sais pas si c'est une capacité de diagnostic lucide et si d'autres ne seraient pas restés enferrés pendant 1 an ou à vie dans le schéma. Mm. Mais ça m'a été très profitable, ça. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu isolé dans une bulle de bon élève, dans de très belles institutions. Donc je m'étais construit un mono-mindset presque universel de la bonne manière d'enseigner. Et Paris-S m'a fait énormément de bien. Déjà pour me faire découvrir que la modalité pédagogique devait s'adapter à l'étudiant, mais aussi parce que ce qui était très valorisant à Paris-S, c'était cette possibilité d'améliorer la trajectoire des gens. Et très souvent, quand tu arrives à Dauphine, à Sciences Po, à HEC, en fait, tu as des gens qui ont quasiment déjà réussi leur vie. Tu es là, mais ils disent merci pour ce moment, mais bref, plus 0,1. À Paris-S, tu peux changer la vie de quelqu'un en lui amenant, par exemple, un savoir auquel, a priori, il n'a pas accès sur le territoire, parce qu'il y a une inégalité de niveau, de connaissances, d'employabilité. Tes conseils sont des vrais conseils dont ils ont besoin, parce que personne ne peut te les donner. Donc, au-delà des différences entre les deux profils, ce qui est extrêmement valorisant, c'est le sentiment d'utilité qui est bien plus Ouais. fort, paradoxalement, à Paris-S qu'à Sciences Po. Moi, je me demandais si demain, par exemple, on vous donne une classe, on te donne une classe et on te dit, bah, du coup, tu dois enseigner. Du coup, tu commences par quoi pour identifier, pour comprendre à qui tu as affaire, parce qu'on t'a donné aucune information d'où viennent ces gens. Je vais me permettre une aparté, mais je suis pas ta question. Parce qu'en fait, dans le système éducatif français, et c'est tout à fait compréhensible, on met les juniors dans les endroits les plus durs. Ouais. Et parce qu'ils ont été bons, leur fin de carrière se termine dans les meilleurs endroits. Et donc, très souvent, on bousille la vie de plein de profs parce qu'ils débutent finalement avec peu de bagages, peu d'expérience et ainsi de suite. Et ils font tout. Soit ils partent, soit ils fuient, soit ils font tout pour être promus ailleurs. Factuellement, quand on regarde des environnements éducatifs, les plus difficiles, ça devrait être les plus capés pour y arriver. Mais personne, par exemple, chez L'Oréal, débute CEO et finit chef de rayon ou vendeur itinérant. Et je pense que là, c'est un des sujets qu'on a. C'est-à-dire que c'est quand même devenu beaucoup plus difficile qu'avant d'enseigner. Et on a rarement, nous, des premiers jobs qui sont les plus simples. Moi, je me souviens à Dauphine, mon premier job, ça a été notre prof d'amphi était malade, parce que quand on fait sa thèse, on a un contrat où on fait 96 heures de cours, gravement malade. Et le 1er septembre, on nous a dit Michel, bonne nouvelle, on va accélérer ta carrière. Tu fais l'amphi la semaine prochaine, Raymond Aron, 800 étudiants de Master 1 en RH dans une matière que tu connais pas. Sur le principe, bon, tu peux t'en sortir et à ce moment-là, tu te dis waouh, je suis pas n'importe qui, mais tu peux aussi bousiller à vie la carrière d'un prof qui va se mettre à pleurer, qui va perdre ses mots, qui va être tué, et qui reviendra jamais dans le circuit. Donc, je pense quand même qu'il y a un truc à construire dans ces questions de carrière. C'est pas des métiers, en fait, où tu peux progresser. Tu t'exposes directement à une exigence et elle peut être traumatisante. Après, comme tu le dis,
Bien entendu, avant d'intervenir dans une classe ou dans une formation, tu as quand même un certain nombre de clés. Tu sais, si tu es face à, par exemple, l'équipe retail internationale d'Auchan ou des étudiants de première année de BUT ou des étudiants de l'Exed qui ont une moyenne d'âge de 43 ans et qui sont tous dirigeants à Sciences Po. Et donc, bien entendu, tu vas partir de ces éléments-là et de ces présupposés-là pour construire un discours. Mais après, on en parlait tout à l'heure, cette capacité à s'ouvrir à l'inconnu et cette capacité à avoir développé soi-même sa sérendipité et d'avoir plusieurs chemins pédagogiques possibles, et quoi qu'il arrive, un kit de survie, parce qu'en fonction des questions, en fonction de la façon dont ça se passe, tu sais jamais où ça va t'amener. Mm. Sachant que très souvent, dans un cours, tu as des sessions un peu descendantes malgré tout, où là, tu es totalement maître du timing, d'une tempo, sauf que les gens peuvent dire ça m'intéresse pas, mais ça, c'est un autre débat. Mais tu as aussi des temps d'interaction. Et ces temps d'interaction, tu sais jamais finalement, tu sais jamais sur quoi ça va potentiellement t'amener. Et il faut donc cette capacité, parce que tu maîtrises ton domaine, à improviser très large. Parce que c'est aussi là qu'on va évaluer la qualité du prof à maîtriser son sujet. Si tu restes simplement quelqu'un dont on sent que tu es bon parce que tu l'as préparé, mais dès qu'on sort de ta préparation, tu es en difficulté, tu vas aussi perdre une forme de crédibilité. Au contraire, si tu réponds en renforçant une forme de valeur ajoutée pour eux, ils vont se dire non, là, j'ai un vrai expert en face de moi. Alors, justement, si on reprend ce que tu disais au départ, avant, on était sur des compétences longues. Aujourd'hui, on est sur des compétences très courtes. Moi, je me rappelle, on a étudié les bouquins de Peretti Bah ouais, à la fac. Les bouquins de Peretti, aujourd'hui, on n'en fait plus grand-chose. t'es dur avec Jean-Marie. Jean-Marie, c'est pas moi, c'est Christophe. Parce Non, que moi, tu mais sais que c'est le premier c'est bouquin RH c'est que j'ai très lu. théorique. Ouais. On est d'accord là-dessus. Ouais, Aujourd'hui, ça reste vraiment de la théorie et c'est ce qu'on avait en amphi. ouais. Comment tu te formes, toi, du coup, pour être justement aguerri et toujours au contact de ces nouvelles compétences et de cette rapidité d'évolution même des process, des métiers RH aujourd'hui? Et je pense que tu poses une question clé parce qu'on parlait tout à l'heure de c'est toi qui passes maintenant l'examen. Dans c'est toi qui passes l'examen, il y a une forme d'exemplarité qui t'est demandée. C'est-à-dire que tu peux pas demander aux étudiants d'apprendre des choses si toi-même tu n'apprends pas. Tu peux pas leur demander d'être à jour dans leurs connaissances si toi-même t'es passé à côté d'eux. Donc tu dois toi-même être un apprenant permanent et leur démontrer, pas par le discours, mais par l'action que toi-même tu fais des choses. Euh, alors c'est vrai que moi j'ai la chance, mais sans doute c'est pour ça que j'ai choisi le métier, d'aimer apprendre. Je pense que je me classerais assez facilement dans ces catégories qu'on appelle les serial learners, les apprenants permanents. Donc, mais ça va me permettre quand même de faire un petit point théorique, si tu me le permets, même si la théorie n'est plus en vogue, et de le rattacher ça aux neurosciences. En fait, pour apprendre, il faut s'exposer d'abord à des activités non routinières et inédites pour toi. Donc, accepter justement de sortir de tes zones de confort et de tes zones d'expertise et t'exposer à des choses que tu n'as jamais faites. C'est des choses que je fais régulièrement. Deuxièmement, il faut lutter contre tes barrières limitantes. C'est le fameux growth mindset de Carol Dweck qui est de se dire que je suis nul en langue, même pas vrai, je me mets au chinois parce que je suis nul en langue. Hein, Enfin, ça, c'est une barrière limitante, justement. Donc, il faut s'exposer sur tes points faibles et a priori être dans un esprit de développement. Mais ce que nous disent les neurosciences, c'est en fait apprendre et se développer, c'est multiplier des modalités pédagogiques de nature différente. En fait, tu adores apprendre par des vidéos ou par exemple des podcasts. Tu pourrais dire, ça y est, c'est réglé. À partir de maintenant, je ne vais écouter que des podcasts, comme celui qu'on est en train de faire ensemble. Tu vas satisfaire la zone de plaisir de ton cerveau, parce qu'il adore ça. Mais on se rend compte que sur l'ancrage mémoriel, l'empreinte risque d'être plus faible que si tu avais fait un podcast, une vidéo, un bouquin, un colloque, une rencontre avec un professionnel. Donc moi, je cherche à souvent dire oui aux sollicitations, même quand j'ai pas le temps, à m'exposer à des situations inédites, lutter contre mes barrières limitantes et multiplier en fait les formats, les dispositifs. Même si j'adore par exemple les livres, je vais aussi me pousser à aller dans des salons, des colloques, à parler avec des collègues, écouter des podcasts et des vidéos, parce que je sais que c'est un moyen de trianguler la connaissance et donc d'ancrer plus facilement les choses. Après, c'est vrai que ce qui est biaisé aujourd'hui, parce que j'ai quasiment 30 ans de carrière derrière moi, c'est bien sûr quand je rentre dans une salle de cours, l'élève m'a googlisé, il a regardé mon profil LinkedIn, il peut voir
le nombre de bouquins que j'ai fait. Donc, par nature, il va me regarder avec plus de respect a priori que quelqu'un dont il aura découvert que c'est sa première année d'enseignement ou qui n'a pas un CV. Mais ça, c'est juste l'ancrage. C'est-à-dire que tu pars avec quelques points de capital sympathie ou de se dire, tiens, à contrario, ça te met une norme d'exigence. Tu dois confirmer que ça valait les choses. Mais il est évident qu'un prof doit être un serial learner. Je te donne l'exemple parce qu'il est pour moi marquant, parce que je pense malgré tout que j'avais choisi la profession en pensant être malin, en me disant c'est quand même un job, tu vas bien bosser la première année de tes cours, et après tu as toute ta carrière pro à refourguer la même connaissance à tes élèves. Donc, vu le nombre de vacances que tu te payes en été, c'est jackpot comme job, ramené au temps de production et temps de réalisation. Et ça a été vrai les premières années. J'ai fait un super cours de recrutement et entre 95 et 2000, grosso modo, j'ai dû changer 3 virgules. Mais aujourd'hui, comme des profs de paye ou de droit, parce qu'en plus, je me souvenais que je disais, mais les gens qui choisissent la paye, mais ils sont fous. Ça change les taux, les trucs, ça change tous les trimestres. Et je les voyais galérer à toutes les vacances. Je dois refaire mon cours. Je disais, mais vraiment, à la limite, il faut choisir maths, tu vois, presque, ça change pas. Et nous, en RH, sur le recrutement, par exemple, sur la formation, il est aujourd'hui impossible de ne pas revoir son cours au moins 4-6 heures pour virer une appli qui a fait faillite ou qui a fusionné avec une autre, parler d'une nouvelle technologie qui a émergé, sur son cours de recrutement, revoir ta hiérarchie des sites web, revoir les nouvelles façons de faire. Donc c'est normal. Si le monde évolue en continu et que la connaissance évolue en continu, le prof doit se former en continu et nous, on est exactement soumis aux mêmes règles. Et pour répondre d'un dernier point à ta question, et je pense que c'est ça qui est dur pour les anciennes générations, c'est que le mindset, c'est la formation séquentielle. Tu bosses 5 ans et boum, c'est bon, tu vas aller bosser, puis on te fera une formation dans 3 ans pour te remettre à jour. Non, en fait, l'apprentissage, ça ne s'arrête jamais. Il faut apprendre tous les jours quasiment, toutes les semaines. Et tu es connecté au terrain. Et si tu le fais, c'est pas douloureux. Mais c'est vrai que par contre, si tu le fais pas, maintenant, les gaps et les sauts de compétences te mettent très rapidement en situation d'incompétence. Et plus tu es en situation d'incompétence, plus tu es en fracture d'apprentissage, plus tu as peur d'échouer, moins tu apprends. Et donc, les cycles de désapprentissage ou de perte en employabilité sont devenus assez redoutables. Et donc, bien entendu, si tu as des petits traumatismes de tes expériences de collège, lycée, si tu as arrêté tôt, si tu as été humilié par un prof, tu as naturellement un rapport à l'apprentissage négatif. Quand tu y penses, ton cerveau se rappelle que c'était pas très sympathique et que tu as été humilié. Donc, tu as peur d'échouer et donc tu t'exposes moins. Bien entendu, si tu es un bon élève et qu'en permanence pendant ta scolarité, tu as eu des médailles, le prof disait à tout le monde, vous êtes tous nuls, mais lui, c'est le meilleur. Dès qu'on va te dire formation, ton cerveau va dire, là, tiens, ça, c'est un truc où à chaque fois, tu as des récompenses positives et tu vas plus naturellement là-dessus. Donc, c'est vrai qu'on a un enjeu de société majeur à donner ce goût positif de l'apprentissage. Et il faut reconnaître qu'en France, on n'est pas forcément bien barré parce que dans notre façon de voir l'enseignement, c'est d'être très exigeant et plutôt de sanctionner l'erreur que d'encourager le progrès. Je te donne une anecdote personnelle. Mon frère, qui était en échec scolaire ici en France, en gros, se faisait tuer en terminale parce qu'il avait 6 sur 20 en maths et vous ne ferez rien de votre vie, Nicolas, c'est catastrophique. Et puis, il a eu la chance d'avoir l'un de nos oncles qui était aux États-Unis et par défaut, il est parti 1 an là-bas. Il avait exactement les mêmes notes aux États-Unis, c'est pas un bon élève, mais le prof lui disait quel succès, Nicolas, tu es passé de 8 à 8,25 en route vers les sommets. Mine de rien, je t'assure que sur 3-5 ans, ce rapport positif, non discriminant et plutôt d'encouragement génère beaucoup plus de serial learner que le côté, même quand tu as 18. Moi, je me souviens avoir des fois eu 18 en disant oui, mais vous êtes un feignant et vous pourriez mieux faire, entre guillemets. C'est-à-dire même pas chapeau, parce que vu votre potentiel, franchement, on est déçu. Et d'avoir 10, c'est d'être presque traité comme un crétin. C'est très classique comme commentaire, ça. Et ça, les amis, ça, il faut changer ça parce que ça tue cette désirabilité de l'apprentissage et ça le fait voir plutôt comme quelque chose de négatif. Et quand le cerveau a des signaux négatifs, bien sûr, il nous met pas en énergie pour y aller. Alors, quelle partie de ton travail tu aimes le plus? Et qu'est-ce que tu dirais aux différents professeurs qui n'aiment pas leur travail? Alors là, c'est compliqué. Hein. Non, ce qui est compliqué, et Christophe me connaît bien, c'est que moi, je suis très entre guillemets, slasher. C'est-à-dire que l'un, c'est une qualité, un défaut.
Mais en fait, je déteste faire la même chose, d'être au même endroit, au même moment avec les mêmes gens. Donc moi, je trouve d'abord D'ailleurs, il va falloir qu'on finisse parce qu'il commence à s'emmerder. Non, presque, presque. Et donc, ça veut dire que je ne pourrais absolument pas enseigner tous les jours au même public ou faire les mêmes cours, d'où Paris-Est et Sciences Po, d'où le Labérage, d'où plein d'écosystèmes. Donc moi, je trouve mon plaisir dans des moments exceptionnels parce que je sais qu'ils sont exceptionnels dans mon emploi du temps. Et donc, en soi, j'aime tout ce que je fais parce que justement, j'en ai pas une exposition absolue. Par nature, dans l'enseignement français, il y a beaucoup de profs dont c'est le seul métier. Moi, j'ai la chance d'être enseignant-chercheur, donc déjà, j'ai des temps de recherche, des temps de publication, des temps administratifs. Le prof en collège, lycée ou en BTS, il ne fait que être prof. Et ça, je pense que c'est un facteur explicatif potentiellement à un moment, sauf si vraiment c'est sa passion. Mais parfois, il n'a pas été drivé par la passion de l'enseignement, il a été drivé par la passion de la discipline. J'adore les lettres, j'adore lire, Ouais. donc je vais faire des études de lettres. Et bien, je vais passer le CAPES, et puis je vais rentrer et je vais devenir prof. Mais c'est pas parce que tu aimes Balzac que quand tu vas te retrouver face à une classe d'étudiants, tu vas arriver à leur faire aimer Balzac et tu as des capacités de transmission, d'empathie et de management pour driver ton cours. Donc, Ouais. en fait, il y a souvent des erreurs de casting parce que les gens rentrent dans l'enseignement par la recherche ou par la passion disciplinaire parce que c'est des bons élèves. Donc, naturellement, ils se retrouvent dans ces filières-là. Donc, le conseil et revient pour reboucler la boucle, puisque Christophe nous dit qu'on est quasiment au bout de nos échanges, c'est choisissez ce métier si vous aimez les étudiants, sinon 35 ans, ça va être très très dur quand même pour vous et pour eux. Parce que vous allez faire des malheureux des deux Ouais. côtés. Ouais, faudrait déjà que l'État français redonne envie aux gens d'être profs parce qu'il y a, Bah il y déjà, a plus de, il y a, il y a c'est plus de clair. sourcing Bah, aujourd'hui, hein. évidemment, et puis c'est pas très bien payé Ouais. en France prof par Non. rapport aux autres pays. On est 2 fois ou 3 fois mieux payé en Suisse ou en Allemagne, par exemple. Mais on est même mieux payé en Italie, en Espagne qu'en France. Donc, bien sûr, là, pour le coup, ce serait un autre podcast sur l'attractivité des métiers d'enseignant parce qu'il n'y a pas beaucoup d'arguments pour faire rêver les gens sur ces jobs aujourd'hui. Ça, c'est vrai. Alors, par rapport à ce qu'on disait au début, là, on a vraiment parlé de la partie enseignant avec un public étudiant, sur la partie enseignement auprès de professionnels. Ouais. J'imagine qu'il y a un changement de posture lié au public. Comment tu t'adaptes à ça? C'est quoi les grosses différences? La première grosse différence, je vais quand même distinguer les formations en executive education à Sciences Po et puis les séminaires ou les formations qu'on peut faire dans des entreprises. En executive education, en formation continue, les gens ont choisi d'être là, ils ont un projet pro, ils sont là pour décrocher un job, changer, bifurquer, se challenger. Donc c'est une très grosse motivation. Ce n'est pas toujours le cas d'un étudiant qui est dans ses rails en route vers le Master 2, mais qui potentiellement aimerait être ailleurs et il va parce que ses parents lui ont dit qu'il avait intérêt à être là, sinon on le mettait dehors, par exemple, si je suis caricatural. Et donc tout de suite, tu as un intérêt en fait. D'ailleurs, plein de collègues préfèrent enseigner en formation continue qu'en formation initiale. C'est des gens très motivés qui t'écoutent. Donc ça, c'est quand même un élément différent. Le deuxième, c'est que le professionnel, lui, il adore la théorie d'une certaine manière. C'est-à-dire prendre du recul sur son activité, avoir des grilles de lecture, développer son esprit critique, mieux appréhender une situation. Il se dit, ah ouais, ok, je comprends mieux, je ne referai pas la même erreur. Merci pour cette grille d'analyse parce que je le comprenais, j'aurais dit la même chose, mais je ne comprenais pas pourquoi. Donc tu vas avoir une appétence pour la théorie plus forte. Après, par contre, les challenges sont exactement les mêmes. Est-ce qu'il développe mon employabilité? Est-ce qu'il me fait grandir? Est-ce qu'il me donne des conseils utiles pour mon quotidien? Est-ce qu'il me transmet des compétences et des outils que je vais pouvoir utiliser en situation de travail? Parce que la demande, elle est extrêmement forte. Pouvoir convertir ton temps de formation en impact. Par exemple, tu suis une formation en management, tu espères le lendemain d'avoir des clés pour mieux manager ton équipe. Donc, le regard critique à la fin de la session sur est-ce qu'il m'a donné des clés pour avoir des comportements plus performants et là, par contre, peut-être plus fort que l'étudiant pour qui ça reste abstrait. Ouais, faut que ce Ça avait soit l'air actionnable. bien, c'était sympa, il m'a appris des trucs, mais en fait, sauf pour nos alternants, parce que l'alternance, c'est quand même l'une des grandes évolutions des 20 dernières années en France, le côté utilisation immédiate du savoir est plus limité. Donc ton challenge, c'est quand même de leur donner ces grilles et cet esprit critique nécessaire à une approche un peu non mécanique, non instrumentale, non outil,
parce qu'en plus, les outils se périment, et dans le même temps, leur avoir donné des clés très concrètes de progression ou de montée en compétences. Sinon, malgré tout, je trouve le métier plus facile en executive education qu'en formation initiale, très clairement. Dans les boîtes, c'est un peu différent parce que très souvent, c'est un service formation, un manager qui a fait le choix de dédier du temps à la formation et son équipe. Et bien entendu, le réflexe du professionnel, c'est de râler, quoi. Déjà, on me demande des objectifs impossibles à atteindre. J'ai plein de problèmes dans mon opérationnel. Et on me bloque une journée comme si j'avais que ça à faire. Et puis, je sais très bien demain que je vais me prendre le triple de messages sur Teams, de machin chouette, etc. Donc, lui, il vient pas toujours convaincu. Il a parfois l'impression qu'il est désigné que volontaire. Et là, par contre, tu vas devoir très vite lui montrer que cette journée-là va lui être utile. Et à la fin de la journée, il va te dire est-ce que ça valait le coup par rapport au surplus de travail que je me paye demain. Et là, c'est aussi un autre jeu qui se joue. Ok. On va passer à notre petite séquence. Petit questionnaire rapide, 10 questions. Tu réponds du tac au tac. Ok. Si je te dis formation en ligne, révolution ou simple mode? Pour moi, une modalité parmi d'autres. Révolution ou simple mode? Simple mode, excuse-moi. Pause café, véritable pause ou meilleur moment pour réseauter? Meilleur moment pour réseauter. Apprendre en jouant, révolution ou récréation? Révolution. Auto-formation sur YouTube, démocratisation du savoir ou bricolage de connaissances? Démocratisation du savoir. Les robots remplaceront-ils les formateurs, oui ou non? Oui et non. Oui ou non? Non. Formation obligatoire en entreprise, motivation ou punition? Punition, parce qu'il faudrait avoir du désir, mais j'ai pas le droit de commenter. Vas-y. Non. Auto-formation, autonomie ou isolement? Autonomie. Soft skills, indispensable ou juste un terme marketing? Pour moi, indispensable. Et une question qui va te plaire, la France est-elle un modèle de formation continue, oui ou non? Dis la vérité, Michel. Non, mais j'ai pas le droit j'ai pas un joker pour dire oui et non? Non. Je dirais quand même oui. Bon, maintenant qu'on a fini, tu peux argumenter. Parce qu'en fait, c'est vrai que la loi de l'ordre de 71, les obligations d'employabilité de formation ont mis ce pays dans des trends sur la formation continue qui sont nettement plus favorables que plein de pays. Et non parce que, en gros, quand on se compare à l'Asie et à certains pays, on n'a pas su créer justement une culture du plaisir à apprendre. Et nos investissements sont aujourd'hui plus faibles que la moyenne de l'OCDE. Mais on avait des atouts et on a toujours des atouts. Et ces 50 ans de formation continue nous amènent quand même sur des choses assez exceptionnelles par rapport à 80% des pays dans le monde. Mais on n'est plus le premier de la classe et on a plein, malheureusement, de boulets à lever. Et il faut changer un petit peu ce regard sur le savoir. Bon, alors quand est-ce que tu deviens ministre de l'Éducation? Jamais. Jamais, parce que les politiques ne sont pas en situation de changer le monde aujourd'hui. Il faut le changer sur le terrain. Merci Exact. Michel. Merci Michel. Merci à vous.